Bonsoir, moi c'est Antoine. Bonsoir, moi c'est Zeltia. Bonsoir, moi c'est Amy. Nous sommes des étudiantes de la aide. Gilles nous a proposé de présenter Vava Dudu. Et nous avons accepté avec grand plaisir. Ce qui nous a le plus marqué dans le travail de Vava Dudu, c'est la pluralité de ses médiums. La musique, les vêtements, les dessins, pour en citer quelques-uns. Et ce sont des médiums que nous utilisons aussi. On s'est dit que Vava Dudu et Yann Chevalier allaient mieux parler du travail que nous. On a du coup décidé de faire des TikTok pour cette introduction. Et ces TikTok sont le lien entre son travail et nous. Ces TikTok, c'est comme une petite lettre d'amour à sa musique et à sa pratique. Enjoy! 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 Je mets le micro. Avoir un cœur de pierre, pleine de méchanceté, me rendre dégueulasse. Qui en a pris déjà l'autre fois. Personne. Merci beaucoup. C'est un medley, ça se dit plus du tout aujourd'hui, mais voilà. Un medley des meilleures chansons de La Chatte.
Bon, on va commencer. Peut-être Yann, je te cède la parole pour commencer. Ouais. Donc comme tu l'as dit en introduction, quand j'ai eu la chance de rencontrer Vava Dudu, c'était l'artiste qui remplissait à peu près toutes les cases avec un seul artiste. Donc on avait la chance d'avoir de la musique, des concerts, du vêtement, du dessin, on va dire de l'art au sens large, et des mots. Et finalement, ça m'a tout de suite interrogé sur comment on allait pouvoir travailler ensemble, puisque ça devenait une forme d'évidence, et en même temps, à chaque fois, on était à côté, puisque les mots sont une forme de poésie, mais qui finalement n'existe que dans un seul livre, jusque-là, donc des mots qui ne se fixent pas dans l'édition. Un art qui, on va dire, qui grandit en dehors des white cubes et loin de la lueur blanche des néons. Une musique qui apparaît que très sporadiquement dans des concerts très rares et en dehors des réseaux, on va dire. Je suis bien placé on y reviendra sur la musique, mais pas de tourneur, pas de structure, pas de répétition. Des apparitions plutôt dans des clubs finalement que dans des salles de concert. C'est assez intéressant sur ce que ça raconte, notamment sur l'industrie de la musique. Et puis dans le champ de l'art, finalement, aucune exposition quasiment au moment où on se rencontre, il y a au début des années 2000, des apparitions, mais finalement pas d'exposition et encore moins d'exposition dans le champ de l'art balisé ou reconnu comme tel, que ce soit du côté institutionnel ou du côté marché. Donc on s'est dit qu'on allait travailler d'une manière... Je vais raconter cette première exposition en 2012 qu'on a fait ensemble, où on s'est dit comment faire coexister tout ça. Donc le plus simple, c'était de partager du temps ensemble, parce que je crois que ce qui est important dans la pratique de Vava, c'est l'aspect live, l'aspect de vie, en fait, puisque tout se fabrique un peu sur le moment. On peut essayer de prédire, d'offrir un cadre, de le construire, mais celui-là est finalement toujours déplacé, éclaté, explosé, pour arriver à un résultat au départ on va dire, qui génère pas mal d'angoisse en tant que curateur. Et puis finalement, on apprend à travailler ensemble, et puis on voit que ça finit toujours à peu près bien. Ça finit toujours bien même, ça finit toujours très bien au final. Donc on apprend à juste traverser ce temps avec elle. Donc l'exposition en 2012, c'était une exposition de 4 mois, qui tous les mois changeait quasiment entièrement. Donc l'idée était à la fois construire une exposition dans laquelle on présentait des vêtements mais qui prenaient des formes de sculpture, un labyrinthe, une forme de labyrinthe sur lequel Vava réintervenait chaque mois. Il y avait une semaine de résidence par mois et il y avait un concert par mois, donc ce qui est aussi assez rare, parce que normalement on a des tournées, donc on a un concert sur une tournée qui fait tant de dates, et là finalement chaque mois on avait un nouveau concert dans une scénographie qui a été réinventée à chaque fois dans l'espace. Et petit à petit, on a appris à travailler, on va dire, on parlait plus très vite, on corrige aussi son champ lexical avec Vava Dudu. On ne parle plus de mode, mais on parle de vêtements ou de style. On parle plus de musique, mais plutôt de performance ou de soirée. Et on parle tout le temps d'art, mais le mot est assez rarement utilisé finalement. Peut-être, Vava, tu peux nous dire un peu comment s'est passée cette résidence, également ce qui a été produit sur le moment. La première résidence, ensemble. Ouais. Ce qui était intéressant, c'est que, effectivement, à partir du moment où Yann est rentré dans mon atelier, donc à l'époque à Paris, il a décidé de me donner une carte blanche pour investir un lieu d'exposition. Et cette carte blanche de la part d'un curateur, c'est assez rare d'avoir la possibilité sur 3 mois de vivre, créer et décider de ce qu'on va faire, même jusqu'au dernier moment, jusqu'aux 15 dernières minutes avant le dernier accrochage, avant les premières personnes qui arrivent dans le vernissage. Le jour J. Donc c'est vrai que déjà il y a un état de confiance qui est assez agréable. Et puis donc, il se trouve qu'à cette époque, j'avais plus travaillé, on va dire, les pièces que je faisais, c'était plus des vêtements, et c'était plus présenté dans le cadre de la mode. Bon.
puisqu'il se trouve qu'en 2001, j'ai eu la chance d'avoir l'Andam avec Fabrice Laurin, ce qui nous a permis de faire une présentation dans un endroit qu'on appelle les Docks, qui sont donc des backrooms rue Saint-Maur, hein, si certains connaissent. Donc voilà, c'était assez décalé. En fait, c'est vrai que déjà à ce moment-là, dans ce milieu, donc, la mode, on a présenté donc cette collection dans des backrooms et après on présentait nos collections dans des galeries, ce qui à l'époque se faisait pas trop. Et parce qu'on a l'impression d'y trouver une certaine liberté, de pouvoir exprimer ce qu'on avait besoin d'exprimer. Vava, je t'interromps juste une seconde, pardon, juste pour préciser l'Andam, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui sait ce que c'est. C'est la Fédération des professionnels de la mode, donc c'est vraiment le prix le plus prestigieux. Oui, c'est le prix que donne LVMH. Donc c'était LVMH, Pierre Berger. Et bon, il y a d'autres organismes qui se réunissent pour donner chaque année un prix aux jeunes créateurs pour leur travail. Voilà. Donc voilà, et à ce moment-là, suite à ça, moi j'ai commencé à faire ce groupe La Chatte avec Stéphane Argilet et Nicolu. Et après ça, on s'est rencontré avec Yann qui m'a proposé de faire cette exposition. Et donc il se trouvait que comme j'aimais faire des vêtements et j'aimais faire de la musique, on a essayé de lier tout ça ensemble. Enfin, c'était mon idée et c'était aussi l'idée de Yann, je pense. Et ce qui nous a permis, effectivement, pendant 3 mois, de présenter un vernissage chaque mois. Donc chaque vernissage, c'était une nouvelle proposition musicale et plastique. Puisque même l'exposition, c'est vrai, évoluait. Il y avait des nouvelles pièces qui apparaissaient dans l'exposition. Voilà. Donc c'était une expérience qui a permis aussi de rencontrer un nouveau public, parce que c'est vrai que quand on fait des concerts dans des salles de concert ou quand on présente des vêtements dans des collections dans le cadre du prêt-à-porter, on ne rencontre pas les mêmes personnes. Donc c'est vrai que là, c'était un mélange des genres qui était assez intéressant. Voilà. Je vais revenir sur la question de public, parce que ça n'a pas été forcément un grand succès. Pour être tout à fait honnête, cette première présentation, parce que comme je vous disais, il y a des problèmes de cadre qui se posent, notamment sur la partie musique, où tout de suite, je vais commencer par cette partie-là. Les vernissages, c'était quand même un certain succès, parce qu'on a quand même réussi à faire venir un certain public parisien pour les vernissages successifs. Ça, c'était un succès. Après, ouais, je te laisse te dire pour le reste. C'est ce que je voulais dire. Finalement, en local, on va dire que ça n'a pas été le succès escompté, mais c'était quand même des expériences intéressantes. Et le fait d'être dans une salle de concert, en fait, la chatte, je crois, est ce que représente le groupe et l'imagerie que peut véhiculer le groupe est complètement en dehors de ce qui est attendu, je ne sais pas par le public, mais en tout cas de ce qui est construit par l'industrie musicale. Surtout à ce moment-là, on parle là de 2011, hein, c'est ça? Oui, un peu avant. Ouais. Même avant, ouais, 2000. Oui. Donc nous, quand on a commencé, c'était en 2003, et c'est vrai que notre format, c'était pas du tout ce qu'attendaient les tourneurs. Disons là, à l'époque, on parle de rock, on parle de concerts, de groupes de rock. Bon, c'est vrai que nous, on a un côté assez punk, mais comme en même temps, on mélange aussi musique électronique, techno un peu, new wave, du zouk, que moi j'ai une tête qui n'était pas spécialement, qui rentrait pas dans les normes des différents tourneurs qui pensaient nous faire tourner. Ça a été un peu compliqué, donc, et je pense qu'on a trouvé un accueil. Je pense que le monde de l'art, entre guillemets, nous a accueillis à bras ouverts, et notamment le confort moderne. Non, puis après, ça correspond aussi au début d'une scène, aussi une scène queer, qui est une scène plus de club. Et moins de salles de concert, ce qui est aussi assez important dans le développement. Le clubbing, bon, il y a, ok, donc il y a les galeries, voilà. Mais c'est vrai que comme nous, on n'arrivait pas, les tourneurs comprenaient pas.
c'est vrai qu'on sortait beaucoup. On a trouvé refuge au sein des clubs, au sein des soirées, au sein de tout ce qui est clubbing, oui, c'est vrai. Non, pour clore sur, on va dire, ce premier chapitre et ce malentendu avec les tourneurs, en gros, on va dire que la musique véhicule des stéréotypes, ça, c'est assez clair, et construit des stéréotypes, voilà, auxquels effectivement la chatte, et en particulier Vava Dudu, son chant, son attitude, ne répondait pas, quoi. Et c'est assez curieux parce que le Confort, normalement, est un lieu assez prescripteur dans sa programmation musicale. C'est-à-dire que souvent, on reçoit des groupes qui, finalement, avant qu'ils produisent une tournée plus importante en France sur l'ensemble des salles. Et c'est un des rares groupes qui, finalement, après avoir joué énormément au Confort Moderne, n'a jamais réussi à construire une tournée dans les salles de France. Oui, d'une façon classique, comme on fait en général. Mais c'est pas grave. Ah non, mais je le relate simplement. Hein, non, mais c'est ça qui est assez. Et oui, c'est vrai. J'ai une question. En fait, en termes d'organisation de ton temps, tu fais combien de concerts, par exemple? T'en fais 50 par an, 4 par an, 300 on s'est rendu compte avec le temps qu'on ne tenait pas à faire des tournées. Finalement, ce qu'on voulait faire, ce qui était la chose classique, c'est de faire une tournée un peu comme il y a quelqu'un qui m'avait parlé des Berus, etc. C'est-à-dire d'avoir une voiture et puis d'aller faire chaque salle de concert, chaque club, chaque jour après jour. Mais on s'est rendu compte que c'était pas ce qu'on avait envie de faire au fur et à mesure, quoi, parce que c'était quand même hyper fatigant et pas forcément très fun finalement au final. Donc en fait ce qui se passe c'est que combien bonne question. Déjà c'est 3 albums en 20 ans. Ouais 3 albums, mais on fait beaucoup disons que dans chaque live il y a des chansons qui sortent, des choses qui sortent qui n'existent pas, qui ne sont pas imprimées ou enregistré. Et combien de... je ne saurais pas quantifier, peut-être on en fait 5 par an, quoi. Enfin, ce qu'on appelle concert, c'est plus un concert, c'est entre performance et concert, ça peut être 5 à 10 par an. Je ne saurais pas dire. Et après, dans cette exposition, donc c'est notre première expérience de travail ensemble. Moi, ce qui était marquant, justement, tu parlais de la manière de travailler, c'est que Vava travaille en permanence. Donc, que ce soit comme on le voit encore ce soir, c'est-à-dire cette faculté à avoir toujours plusieurs activités en même temps, c'est-à-dire finalement où elle travaille le mieux, c'est quand elle est posée en salon, qu'elle discute avec des gens et qu'elle a ses crayons, d'ailleurs, ses quand tu m'as vêtements. rencontré, c'est vrai que c'était comme ça. J'avais cet atelier où les gens venaient à partir de 17h. Et c'est vrai qu'il y avait cette capacité. Pour moi, c'était bien parce que c'est un atelier où je travaillais. Et en même temps, les gens venaient à partir de 17h pour discuter, se rencontrer, boire un verre. Et pendant ce temps-là, moi, je continuais à travailler sur les pièces sur lesquelles je travaillais. Et j'aime bien cette possibilité de rencontre et d'être aussi une connexion. Bon, ça, je m'en suis rendu compte avec le temps, mais de faire que les gens se rencontrent à travers moi, quelque part. Donc, ça peut être au travers des concerts, au travers des expositions, au travers des présentations quelconques. Mais ça peut être aussi, à une époque, ça peut être aussi au travers d'un salon, comme dit Yann. Je crois que c'est important de travailler. Ça m'a fait me rendre compte aussi que finalement, les pièces existaient dans une relation. C'est-à-dire que dans la relation, quand on les rencontre, quand on les croise dans l'exposition, on les reconnaît immédiatement. Mais il y a forcément un moment donné où il y a une relation avec l'artiste. Si on passe sur la question des vêtements, qu'on soit, je ne sais pas, à Berlin, à Paris ou ailleurs, il y a toujours un moment où on va croiser quelqu'un qui a un vêtement aussi Vava Dudu, et ça crée une forme de communauté immédiate, c'est-à-dire on sait qu'il y a une appartenance à un groupe, et pour avoir finalement
pour faire l'acquisition de cette pièce, il faut quasiment obligatoirement à un moment donné croiser Vava ou lui demander ou être dans le même endroit et finalement pouvoir acquérir cette pièce. Et petit à petit, cette communauté grandit et oui, c'est une forme de reconnaissance qui opère très vite. Est-ce que du coup, tu pourrais, pardon, je te coupe, mais tu pourrais décrire un tout petit peu ta manière de travailler pour les vêtements, voilà, entre chiner, enfin voilà, ce rapport aux vêtements. En ce moment, actuellement, bon, ça a évolué. C'est-à-dire qu'à l'époque, avec Fabrice, quand on a eu l'Andam, on avait déjà ce truc. Donc là, je parle du début des années 2000. Hein. C'est qu'on avait déjà ce truc de récupérer, de chiner des vêtements pour les découper, les teindre, les broder, etc. pour en faire d'autres pièces. Maintenant, on appelle ça upcycling. Hein. Mais c'est une chose qu'on faisait déjà à l'époque, voilà, qu'on mélangeait avec des vêtements qu'on faisait complètement nous-mêmes. C'est un truc que j'ai toujours gardé parce que j'aime bien la récupération, le côté récupérer des poubelles, récupérer des choses, pour mélanger ça, pour trouver une forme... Enfin, trouver une certaine... je trouve que quand on travaille avec des déchets, des choses comme ça qu'on récupère, on arrive à créer quelque chose comme un trésor avec ses mains, quoi. Si on prend le temps de travailler sur les pièces. Et donc, moi, à l'heure actuelle, je travaille chez moi. C'est-à-dire que là, récemment, je travaillais même dans ma chambre. Je travaille à domicile et donc je continue donc à récupérer des pièces, ou je travaille aussi sur des pièces plus de streetwear. Ça dépend des moments, sur de la lingerie, sur de la soie, voilà. Je travaille chez moi. Je n'ai pas d'assistant, c'est-à-dire que je n'ai pas de stagiaire, je ne prends pas de stagiaire, je travaille vraiment seul chez moi. Alors, il m'arrive parfois de faire des collaborations avec des maisons dites prestigieuses de couture ou de faire des costumes avec des chorégraphes. Évidemment, j'adore rencontrer des univers différents. Voilà, quand on me pose la question, j'adore répondre à ce genre de demandes. Mais le reste du temps, je travaille chez moi. C'est assez intime en fait comme travail, parce que c'est vrai que le vêtement, il vient de chez moi, parfois même de ma chambre. Il faut me poser la question à moi. Si les gens ne vont pas sur les sites, il y a un magasin au Japon, deux magasins au Japon qui les vendent. De temps en temps, je fais des expositions avec les vêtements, mais c'est de plus en plus rare. Et tu n'as pas de site? Comment? Et tu n'as pas de site, il n'y a que ta page Instagram qui par pas ailleurs de est site, privée. J'ai que ma page Instagram, donc il faut me poser la question, m'envoyer un message. Si les gens repèrent quelque chose, ils m'envoient un message et à ce moment-là, je réponds et puis on s'arrange. Mais j'aime bien que ce soit assez slow comme façon de faire. Et un peu intimiste, parce que du coup, ça permet de rencontrer des gens à travers les messages qui me proposent, qui me demandent parfois de faire quelque chose. Et puis, il y a des gens avec qui j'ai noué une vraie relation d'amitié, où je suis dans leur vie sans même se voir, mais il y a des belles choses qui arrivent suite à ça, parce que du coup, c'est pas juste comme rentrer dans un magasin, acheter un vêtement, puis partir. De toute façon, le vêtement véhicule quelque chose d'assez fort. Bon, c'est peut-être mon côté aussi fétichiste, mais normalement, quand l'acquisition d'un vêtement, c'est pour vivre un moment, parce qu'on a envie de s'envelopper dans ce vêtement pour faire face à quelque chose. Donc c'est toujours, moi je trouve ça assez intéressant quand les gens s'adressent à moi pour me demander un vêtement. Il y a forcément un événement de la vie derrière, hein, et parfois ça donne de très belles choses. Voilà. Donc, comme disait Yann, c'est vraiment un travail qui est relationnel, enfin constamment relationnel, quoi. Ou presque. Non, mais c'est vrai qu'en y pensant maintenant, oui, il y a un truc. Comment dirais-je, c'est une façon aussi d'aider l'autre à se sentir bien finalement. Mais pas avec ce côté un peu lourd, hein. C'est juste. Voilà, si ça fait plaisir à une personne d'avoir un de mes vêtements, je suis très heureuse de le faire.
Juste une parenthèse sur le Instagram, Facebook, parce que finalement, tu as une manière de les utiliser qui sont un peu à rebours de ce que c'est, notamment parce que vu que tu n'as pas de site, il n'y a pas d'archives Vavadudu non plus, donc c'est très compliqué à chaque fois qu'on va essayer de remonter une histoire, de trouver des images, de trouver de l'iconographie, même s'il y a des tonnes d'images, on le voit notamment sur Instagram, mais j'aime bien aussi sur Facebook qui crée une espèce de... Quand on te suit, une espèce d'archive, l'algorithme choisit de faire remonter les souvenirs comme ça, et finalement, il n'y a pas vraiment de classement, mais tu repostes comme ça des choses que te propose l'algorithme, ça fait une forme d'archive un peu aléatoire. Ouais. Bah, c'est-à-dire que quand Instagram est apparu, moi je suis d'une génération... je ne suis pas complètement bloqué sur l'ordinateur au départ. Hein. Je n'ai pas été formé avec l'ordi, etc. Mais par contre, j'ai bien aimé tout de suite Instagram parce que forcément, on est autour de l'image. Et je trouve que ça permet pour moi, c'est comme un post-it. Ça me permet d'avoir un carnet de notes de ce que je fais au fur et à mesure, sans trop se prendre la tête. Voilà, c'est assez simple à faire. Et donc, ça reste dans le temps et c'est imprimé. Et ça me permet aussi, et moi et les personnes en face, d'aller rechercher des pièces, par exemple, ou rechercher des choses assez facilement. Et c'est vrai que Facebook, maintenant, a ce truc de dire, de donner les souvenirs, de faire remonter les souvenirs, voilà. Ce qui me permet de savoir ce que j'ai fait il y a X temps et de me redonner envie d'aller vers quelque chose, une forme, un vêtement, ou une chanson, ou une écriture que j'avais oubliée. Voilà, c'est de cette manière-là dont... c'est la manière que j'ai d'utiliser ces deux outils. Mais pour moi, c'est des outils, en fait. Instagram et Facebook, ce sont des outils comme d'autres utilisent des marteaux et des clous, quoi. C'est des carnets de notes. C'est vraiment des carnets de notes, et à la fois carnet de notes et à la fois vitrine. C'est une vitrine qui permet à l'autre de me demander une pièce. Donc ça fait une vitrine de vente aussi, mais c'est aussi un carnet de notes pour moi qui me permet de me rappeler ce que j'ai fait, ce que je pourrais faire, et voilà. Non, mais pour aller plus loin, pour préciser ça quand même, tu n'as pas d'ordinateur. Mais j'ai qu'un téléphone. Et pendant longtemps, j'avais ni ordinateur ni téléphone. Donc, mais comme Instagram, quand Instagram est arrivé, c'est vrai que j'avais un iPad. Voilà, donc je suis pas vraiment, j'ai au moins un téléphone ou un iPad, quoi. Et quand on travaille avec toi, on peut pas attendre le PDF Vavadudu non plus, il n'existe pas. Non. C'est quand, par exemple, quand j'ai travaillé pour ce que je disais pour la maison Courrèges, j'ai fait les dessins sur du papier et après. Les gens ont adapté, traduit mon travail pour que ce soit utilisable par la maison d'une façon numérique pour ensuite imprimer des tissus, etc. D'ailleurs, sur les collaborations, c'est intéressant, tu parlais de Courrèges, mais il y a une première qui n'est pas une collaboration, mais très tôt, tu as travaillé pour Jean-Paul Gaultier. Ah oui, alors... On fait un saut en saut au début, dans les années 90. Ouais, c'est un des premiers jobs, c'est le job qui m'a quand même donné ma chance, un des jobs qui a été vraiment... Oui, j'ai rencontré Jean-Paul Gaultier, en fait, c'était un peu mon idole quand j'étais adolescente, et il se trouve que j'avais repris une technique, c'est le genre de choses qu'on fait au centre aéré, j'aime bien raconter ça parce que ça ne demande pas beaucoup de moyens, c'est juste une petite idée que j'ai eue comme ça à un moment, c'est de faire du tissage de perles. On n'a pas l'image, mais en fait, vous prenez un carton, vous le coupez des deux côtés, vous passez du fil, ensuite vous repassez des perles et vous faites du tissage de perles comme peuvent le faire les Amérindiens, ou c'est un travail qu'on trouve aussi dans le Triangle d'Or, c'est un travail qu'on trouve aussi au début en 1900 en Europe, etc. Donc c'est un tissage de perles, mais que j'ai adapté avec des perles anciennes, j'ai adapté cette technique à ma façon. Et donc Jean-Paul Gaultier m'a demandé de faire des corsets de perles pour son premier défilé haute couture,
Il faisait du prêt-à-porter jusque-là, et en 97, il a fait son premier show haute couture. Et donc, il se trouve qu'une personne qui travaillait avec lui m'a repéré, voilà. Et j'ai eu la chance de faire ce premier défilé haute couture en faisant des corsets pour, à l'époque, portés par Laetitia Casta. Donc ça veut dire qu'en fait, ce que j'aime bien, pourquoi j'aime bien raconter ça, c'est que avec une petite technique un peu ridicule de tissage de perles qu'on fait même à la maternelle ou même au centre aéré, etc. Et après, quand on se documente, on voit que cette technique de tissage a été travaillée par tout un peuple, qui sont les Amérindiens, ou les gens dans le Triangle d'Or, ou d'autres, après en Europe aussi. Et en adaptant, en ajourant les fils, etc., on peut trouver sa propre façon d'utiliser ces techniques. Et ça permet d'aller très, très loin, alors que ça ne coûte pas grand-chose. Et ça, j'aime aussi le fait de faire quelque chose avec quelque chose qui est rien, faire quelque chose avec du rien. Je trouve que c'est une façon de dire que on peut... c'est pas forcément une question... c'est pas une question d'argent, c'est pas une question de... La valeur, c'est nous qui la créons. En fait, c'est pas. Voilà, on crée nous-mêmes la valeur de l'objet en y travaillant, en y réfléchissant, en y passant du temps. Vu que c'est un peu décousu, mais vu qu'on est dans le passage, on va dire fame, peut-être tu peux nous parler un peu des différentes personnes qui t'ont. Il y a ce passage avec Lady Gaga qui a été aussi important en termes de visibilité. Ah oui. C'est assez rigolo parce qu'en fait, il se trouve que, bon, ça c'est des trucs de la vie, aussi il se trouve qu'en fait, puisque je faisais ces accessoires en perles, ensuite, grâce à cette collaboration avec Jean-Paul Gaultier, j'ai ensuite fait mon premier salon j'ai présenté pour la première fois mes pièces de bijoux. En perles, et j'ai fait mon premier salon en tant que jeune créatrice. Et un jour, il y avait une personne qui avait une boutique à Londres qui s'appelle The Pinolai, qui travaillait avec quelqu'un à cette époque qui s'appelle Nicolas Formanchetti. Et Nicolas Formanchetti, il se trouve que c'est devenu des années après le styliste, encore aujourd'hui, de Lady Gaga. Et en fait, quand Facebook est apparu, c'est marrant de raconter ça, mais on s'est connectés. Et donc Nicolas me dit « Ah, comment vas-tu ? Oui, ce serait bien qu'on rebosse ensemble. » Et je m'occupe de quelqu'un, d'ailleurs, en ce moment, qui s'appelle Lady Gaga. Et en fait, il m'a demandé, je dis « Ah ouais, c'est cool, oui, j'en ai entendu un peu parler. » C'était au tout début et il devait faire le clip Bad Romance, donc pour Lady Gaga. Et il m'a demandé tout simplement de lui envoyer un colis de vêtements, voilà. Et c'est comme ça qu'on a collaboré ensemble au début, puis après j'ai renvoyé d'autres choses. Enfin voilà, on a commencé à travailler ensemble. Alors que c'est une personne que j'ai connue 10 ans avant dans cette boutique où j'avais vendu mes accessoires à l'époque avec Fabrice, quoi. Ouais. C'est le fil de la vie qui fait que les rencontres. Tu parlais de... Je vais clore le chapitre Fame, pardon. On pourrait parler de Céline Dion, mais on le fera pas. Non, parce que... Non. Voilà. Oui, en fait, tu parlais de un peu la question du rien, de la légèreté aussi, enfin, que tu peux avoir parfois à travailler avec certains médias, mais du coup, je voulais que tu nous parles de ta pratique de dessin et de l'écriture poétique aussi. C'est quand même quelque chose qui se fait sur une feuille de papier avec 3 fois rien. Et oui, c'est un élément important de ton travail. Enfin, voilà, il y a une économie très pauvre en fait du dessin, quoi. Oui. C'est-à-dire que je pense que la difficulté dans cette histoire de dessin, c'est que d'abord, la difficulté, et la chose qui est belle, moi qui me touche, c'est qu'en fait, quand on est enfant, je pense qu'on est tous amenés à dessiner.
on invite les enfants à dessiner. Et puis quand on devient adulte, on laisse tomber, on ne dessine plus, on apprend à parler et surtout lire et écrire. Hein. Et le dessin, c'est plus, dans nos sociétés, c'est plus quelque chose d'important. Et moi, je pense que en fait, c'est un endroit où surtout quand on n'est pas bien, quand on est un peu angoissé. Enfin, moi, c'est un conseil que je donne à mes amis, et puis au-delà de mes amis, que je donne en général, c'est que quand dans les moments un peu de faiblesse, d'angoisse, mais pas que, hein, c'est aussi pour s'amuser. Mais là, j'en parle dans ce cadre-là. Je trouve que c'est intéressant de prendre quelques feuilles de papier et de commencer à griffonner le papier sans savoir où on va vraiment. C'est juste remplir ces pages d'une façon comme ça un peu automatique et laisser sa pensée remplir le papier d'encre d'une façon machinale. Et moi, j'ai un truc, par exemple, quand les jours où j'ai un peu trop bu, le lendemain, au lieu de prendre un Xanax ou un Lexomil ou autre chose, je prends un bloc de papier et je prends un feutre et je remplis chaque page d'une façon frénétique. Et au bout d'une heure, déjà, je ressens un mieux. Et c'est ce que je voudrais vous inviter à faire maintenant. C'est de prendre quelques pages ici et un feutre et une vingtaine de pages. Oui, pour ceux qui le souhaitent, on a mis des feuilles et des crayons à votre disposition sur les tables juste devant vous. C'est sans obligation, mais voilà, si vous voulez. Alors, pendant que le public commence à dessiner, moi j'avais aussi une autre question, pardon, mais c'est... Quand tu fais, par exemple, voilà, ce sweatshirt que tu es en train de faire, est-ce que c'est de l'écriture automatique ou du dessin automatique, ou est-ce que tu es dans un geste qui est extrêmement non, là, quand je fais ça, précis et contrôlé? Non, les sweatshirts, par contre, c'est plus contrôlé, pensé. Voilà, en l'occurrence, c'est des textes, des chansons que j'écris d'une façon plutôt... alors là, obsessionnel. Là, c'est pas automatique, c'est plus obsessionnel. Obsessionnel, parce que c'est tes désirs, tes besoins d'amour, tes désirs, tes besoins d'amour, tes désirs, tes besoins d'amour. Mais il y a toujours un peu un rythme dans ce que je fais, en général. Mais là, c'est un peu... oui, c'est une chanson. Et après, ce mot amour, là où avant, avec Fabrice, on avait tendance à écrire fuck partout, je trouve que amour, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Plus que... Oui, voilà. C'est devenu des C'est un message, c'est une caresse aussi que je donne en faisant ça. C'est devenu des motifs, parce que finalement, même si chaque dessin est différent, il y a quand même des motifs qui réapparaissent. Il y a des motifs de bouche, de lèvres, de seins, de mains. Oui. Qui sont réinterprétés, qui créent une espèce oui, de bon, il y a une vocabulaire, saveur dans ce que je fais aussi, ça dépend des moments, mais il y a aussi une saveur érotique, un peu fétichiste. Bon, moi je dirais plus poétique aujourd'hui, finalement. Oui. Oui, puis répondre aussi à une certaine violence, donc... quand du coup on n'est plus dans ce truc que je pouvais avoir avant avec Fabrice, on était un peu c'était un peu plus fuck, un peu vénère. Là je dirais que je suis toujours assez énervée, assez vivante, mais plus dans une certaine douceur. Mais en fait, il ne faudrait pas croire, parce que tu parlais de ces moments de descente, on va dire, où tu es avec ta rame de papier, mais il y a aussi, tu as toujours un crayon à la main, en fait, un feutre à la main. Et t'es pas toujours en hangover, comme tu le dis. C'est aussi oui, c'est pas toujours, le travail en permanence. Parce qu'une fois, dans une interview, on m'avait dit que je faisais, bon, je peux le nommer, c'était Thierry Ardisson à la télévision française, qui m'avait dit que, bon, c'est une des rares apparitions que j'ai eues à la télé, c'est pas un truc qui m'a trop plu, mais qui m'avait dit que bon, provocation, hein, que je faisais des vêtements de drogué ou pour droguer. Bon. C'était voilà, donc je le dis parce que en ce moment j'avais trouvé ça complètement con, mais en fait, mais par contre je peux donner ce conseil de dessiner quand on n'est pas bien. C'est pas forcément parce qu'on est drogué, c'est juste que tout à chacun on a des moments de faiblesse.
de tristesse, d'angoisse. Et c'est vrai que ce soit dessiner ou écrire d'une façon frénétique, mais dessiner d'autant plus parce que c'est un truc qu'on ne fait pas forcément dans la société dans laquelle on est, ça peut vraiment remplir son soi, quoi. Ça peut faire un bien fou. Et finalement, ces mots qui deviennent motifs, c'est un peu ce qui fait le lien entre l'ensemble des pratiques de Vava, puisque les mots, ce sont les paroles des chansons, les mots deviennent des motifs aussi sur les dessins, deviennent des motifs sur les vêtements. Et finalement, on a mis du temps à reconnaître ou à regarder ces mots juste pour ce qu'ils sont. En fait, pour la poésie qu'ils peuvent créer, ils avaient un peu disparu au profit c'était apparu comme des dessins ou des motifs. Oui. C'est ça qui est assez marrant parce que c'est vrai que là je me retrouve et d'ailleurs prochainement je vais aussi partir faire un wall painting dans une librairie à Bruxelles et donc peut-être suite à ça on va refaire un livre, mais c'est vrai que c'est un peu le monde à l'envers, c'est ça. Parce que finalement, j'écris sur des vêtements là où d'autres sont juste écrivains, heureusement écrivains. J'avais pas du tout pensé à un moment écrire des bouquins. C'est le fait de faire ces chansons avec la chatte. Ensuite, ces mots se sont retrouvés sur les... Parce que j'ai toujours aimé aussi les t-shirts pour ce que ça représente comme... page blanche aussi, page de messages, page pour écrire des messages, pour envoyer des messages. Comme les vêtements en général, pour moi, sont aussi des endroits où on peut envoyer un message à l'autre, sans ouvrir la bouche. Mais c'est ça aussi qui est chouette. Et c'est vrai que le vêtement, déjà en soi, c'est un endroit où on peut envoyer un message dans la société, ou en tout cas ou à quelqu'un qu'on aime ou qu'on n'aime pas, enfin on s'en fout. Mais c'est quand même déjà un endroit où on est dans le message. Alors qui dit message dit écrire, parler, chanter, voilà. Ou couleur, parce que la couleur est... Et puis oui, une simple couleur, une simple tache... déjà ça envoie beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'écrire sur le vêtement c'est quand même quelque chose qui est assez un peu à ce point là quoi. C'est vrai qu'en y pensant maintenant, dernièrement il y a des personnes qui sont venues vers moi, c'est vrai, qui m'ont dit mais Vava, comment ça se fait que tu n'as pas fait des livres, où sont les livres? Alors que c'est vrai que c'est drôle, j'y avais pas pensé. Voilà, justement, il y en a un petit livre, un tout petit livre, qui a été fait en collaboration avec Alberto Castillo. Peut-être tu peux nous lire un passage. C'est la première fois finalement qu'il y a une compilation un peu de tes mots qui apparaissent hors des supports habituels. Oui, ouais. Peut-être tu peux nous présenter rapidement cette petite édition et puis peut-être nous en lire quelques pages. Alors c'est Alberto Castillo qui vit entre Bruxelles, plutôt à Bruxelles, mais de retour à Bruxelles. On était à Athènes il n'y a pas longtemps, et qui m'a proposé de faire un florilège des textes entre les textes que j'avais pu faire pour la chatte et puis des textes que j'ai écrits par ailleurs, des mots que je brode, comme vous n'avez pas répondu à mon regard, cette phrase que finalement j'ai brodé quand même pas mal de fois sur des vêtements, notamment des bombers de sécurité, etc. Et ça lui a paru un moment important de mettre ça dans un livre. Il avait raison. Comment ? Le micro. Non, ça va. Donc je vais pendant que je vais vous lire quelques passages. Alors, les papiers volent au vent, confettis, amour, existence, transe, danse, jusqu'à l'amour. Ce mot mort, je le déteste. Le gouffre m'indiffère. Je recherche et vais vers le soleil. Mes yeux sont des oiseaux, dans ma bouche, le soleil brille, mon cœur.
caresse. Le long du fil de mon cœur coule l'aube d'une audace. Oser, toujours oser. J'ai envie de rigoler en vous remerciant. À l'ouest de vous, je vous recherche. Je me berce d'erreurs. Je faute d'orthographe. Corrigez-moi si la conjugaison de mon désir n'est pas sur votre chemin. Mes amours chimériques s'enflamment, se dispersent. Je vous recherche sans fin. J'ai faim de vous. Je me régalerai de vos surprises. Quand de vous, je serai enfin éprise. Mais qui êtes-vous? Léontine. La réponse est oui. Vous n'avez pas répondu à mon regard. Tu cours après des trains dans lesquels je ne suis pas. Si tu m'aimes, fais-moi l'amour. Si tu ne m'aimes pas, fous-moi la paix. La vie est un poison versé à petites gouttes. Elle donne l'extase puis la mort. Sur le mont de Montmartre, il y a mon sein. Sur le mont de mon sein, il y a ta langue. Monte les marches jusqu'à mon cœur, épris rempli de plaisir à la vue du Paris, de nos horizons futurs. Donc, ça, c'est ce qu'il contient. Juste pour qu'on comprenne, ce livre, il est comment dire, c'est un recueil de textes qui viennent de tes vêtements, de tes chansons, ou alors tu as aussi écrit certains textes pour. Enfin, comment il a été En fait, j'ai écrit aucun texte pour ce livre. C'est en fait plus un recueil de textes qui existaient déjà. De poésie, mais souvent les courtes phrases sont des phrases que j'ai brodées sur des vêtements, qui sont parfois devenues après une chanson. Il y a des mots qui sont des mots que j'avais peints sur un mur de Montmartre devant mon atelier, qui sont ensuite qui ont fini sur des vêtements aussi brodés, peints, etc. Et puis oui, la plupart de ces mots se sont retrouvés tous en fait se sont été à la fin sur des vêtements. Je pense que c'est assez rare, une circulation du vêtement vers le livre comme ça. Oui, c'est vrai, j'avais même pas... oui, c'est vrai. Les écrivains sur textile, c'est assez rare. Après, il y a différentes... C'est lié aussi, tu parlais de Montmartre, là, il y a aussi des géographies qui sont intéressantes, qui racontent aussi un parcours géographique. Un parcours géographique, mais aussi des moments de ville et de nuit, où il se passe aussi, où des formes émergent aussi, et des formes importantes, on va dire, dans des 15 dernières années. Je pense à un moment donné, tu es à Paris au début des années, on va dire les années 2000, puis finalement tu quittes la ville pour y revenir, et c'est lié aussi à des, je sais pas, on va dire la musique électronique qui commence à créer des formes qui permettent de fuir le centre de Paris, un Paris qui devient un peu moins intéressant. Tu t'en vas à Berlin, puis tu reviens. Peut-être tu peux nous raconter un peu comment tu traverses ces villes. Est-ce que ça raconte aussi de moments de changement de ces capitales? En fait, c'est vrai que je suis assez attaché à la vie du jour, mais aussi la vie de la nuit depuis toujours. Et puis, étant déjà à la base parisienne, c'est vrai, je me suis toujours un peu, carrément intéressé à tout ce qui est musique, tout ce que la nuit peut procurer comme plaisir musicaux. Et jusqu'à en jouer moi-même, parce qu'au fur et à mesure, le fait d'être tout le temps dans des soirées, il a fallu passer de l'autre côté, enfin ça devenait évident. Et donc, pendant tous ces moments où je faisais des vêtements avec Fabrice ou sans Fabrice, avant et après, donc on était plus sur quelque chose de très club au niveau de la nuit, à Paris, voilà. Puis... moi, j'ai eu un moment d'ennui, d'un certain ennui à Paris, et je suis parti vivre à Berlin
ville où j'étais de plus en plus, voilà. Et puis c'est une ville aussi qui permet quand même, enfin qui permettait, en tout cas moi quand j'ai voulu y aller, qui m'a permis de rencontrer plein d'artistes, puisque même quand vous rentrez après le soir en after, disons, chez les gens ont des studios de musique chez eux, ou dans leur chambre. C'est une ville qui contient quand même, personne n'a comptabilisé, mais je voulais faire un livre là-dessus à un moment, sur le nombre de bêtes studios qu'il y a à Berlin, où les gens ont une quantité de machines pour faire de la musique, c'est comme nulle part ailleurs, quoi, quand même, dans une chambre. Donc c'est ça qui m'intéressait à ce moment-là. Donc c'est vrai que j'ai parcouru cette ville de fait en fait d'after en after, et ça a été tout un moment formidable. Et puis à un moment, je me suis remise à dessiner comme jamais, c'est-à-dire que je me suis vraiment attachée au dessin moins qu'aux vêtements, c'est-à-dire que le dessin sur papier, le dessin sur toile, le dessin vraiment le rapport au dessin avec le papier, quoi, avec l'encre, le fait de faire une goutte, une tache. Enfin, j'ai plus réfléchi à Berlin. C'est aussi une ville qui, je trouvais, en tout cas, permettait de plus avoir le temps de s'arrêter. Parce que Paris, c'est quand même une ville où on galope, où tout d'un coup on prend une cadence différente. Où on prend un métro vite, on pense vite, on n'a pas le temps de trop se laisser comme ça aller. Et Berlin m'a permis ça. Et du coup, de réfléchir un peu à qu'est-ce que le vertige de la page blanche, comment j'allais me répandre sur cette page. Et finalement, je me suis dit que j'étais pas obligé de faire des vêtements, je pouvais aussi m'arrêter à une page de papier. Et voilà, c'est ce que j'ai fait pendant un temps, mais après, évidemment, mon espèce de folie pour le vêtement, l'intérêt que je peux avoir m'a rattrapé. Et du coup, j'ai continué aussi à dessiner sur des vêtements en parallèle. La conférence s'appelle Style Île-de-France. Qu'est-ce que c'est le style Île-de-France? C'est une question très, très vaste, mais... Au départ, c'est une pièce de Vava qui s'appelle Île-de-France. Donc il y a un drapeau français avec un visage un peu cassé sur la partie blanche. Le drapeau se présente à l'envers. Et j'avais été invité à Complot à Bruxelles pour faire une exposition, et donc on avait dit on va l'appeler cette exposition Île-de-France, et avec l'idée de présenter 4 artistes qui étaient 4 artistes aussi complètement en marge finalement de la scène artistique, puisque aucun ne sortait par exemple d'école. Ils venaient de géographies assez différentes. On avait Assume Vivid Astrofocus qui venait plutôt de la scène new-yorkaise, même si l'un des deux est parisien, Vava Dudu, Théodore Fivel et Azedine Salek, donc qui étaient un peu plutôt des électrons libres, plutôt des gens qu'on croisait la nuit, qui connaissaient très bien la ville, et qui pour moi étaient finalement, si on devait essayer de représenter cette ville au travers de personnes, je trouvais que ces personnes révélait vraiment la ville beaucoup plus finalement que n'importe quel artiste ou œuvre que j'avais pu croiser dans les galeries, dans les musées, dans les centres d'art, et que là on avait une espèce d'équipe qui représentait vraiment ce que pouvait être ce que peut être Paris, quoi. Oui, parce que quand Île-de-France, ce jeu de mots. Parce qu'il y a île comme une île. Moi-même, mes parents sont issus d'une île, donc la Martinique, pour la citer. Et puis l'Île-de-France, c'est une île, mais derrière, il y a sa banlieue. Donc il y a une espèce de truc de choses d'État ou dans l'État. C'est-à-dire que Paris, avec tout ce que ça génère, par rapport à la banlieue, on n'a pas forcément le droit de citer. Donc il y a une espèce de frontière. L'idée, c'était un peu d'éclater tout ça, quoi. Ouais, puis je crois que c'était aussi pareil, je parlais de mouvement, je pense le moment qui est lié à la musique électronique, mais à toute une culture. Le moment où tu quittes Paris, c'est où Paris ne veut pas sortir de son cœur, elle ne veut pas passer le périph', il y a quelque chose de très fermé, de très sclérosé à ce moment-là. Et puis finalement, le moment où tu pars à Berlin, c'est le moment aussi où pas mal de gens s'exilent.
Et finalement, tous les gens reviennent, ça revient avec la musique électronique, avec l'organisation aussi de fêtes, de nouvelles formes, de nouvelles apparitions, de formes d'art, de performances, de musique qui toutes apparaissent de l'autre côté du périph'. Donc Paris commence à éclater comme ça de toutes parts. On n'est plus dans le centre de la ville, mais on se permet d'aller loin de... Loin pour se retrouver, pour faire des fêtes, mais aussi... Une certaine liberté au départ, c'était quand même une certaine liberté aussi. Voir des performances, et je trouve que c'était assez en avance, que finalement on arrive peut-être enfin... Aujourd'hui, quand on voit, c'est des interprétations personnelles, mais dans ce qu'il y a de plus intéressant en ce moment à Paris, je pense que c'est de nouveau dans la mode et dans la musique, à mon goût, et notamment avec une scène où la diversité n'est plus un fantasme, mais où il y a une diversité qui existe, qui est réelle, à la fois dans les genres, dans les origines, dans les mélanges que ça propose. Je pense je sais pas, par exemple, à toute la clique Le Duke, Boucan Records, l'Alaes, qui sont à la fois, pareil, qui sont un peu la suite pour moi de ce que tu as fait, mais de manière différente, qui sont à la fois dans la mode, dans la musique, dans l'écriture, et qui font émerger une nouvelle image de Paris qui pourrait être ce style Île-de-France. D'ailleurs, on avait une réponse à laquelle tu essayes de répondre depuis tout le temps. On t'a posé la question, c'est quelle femme représente Paris, je crois, c'est ça? Ah oui, dans certaines interviews, on me demande quelle femme est Paris. Donc, bon, là, récemment, c'est vrai que moi, il y a un côté... quand je parle de Paris et Berlin, dans l'amour que je peux avoir pour ces deux villes, bon, il y a le côté, Catherine Deneuve et Nina Hagen, mais aujourd'hui, ce serait cette personne qui est Raya Martini, qui pour moi est vraiment la déesse de Paris, la personne qui reflète plus ça, parce qu'elle incarne d'où elle vient. En plus, elle est réunionnaise d'origine. Qui est-ce en fait? Moi, je la connais pas. Hein. Alors Raya, c'est une personne que on s'est d'abord connue à Berlin, et qui aujourd'hui est en passe de devenir un des mannequins le plus connu, quoi, disons, dans la mode, quoi. Silence. Voilà. L'heure tourne un peu, il est déjà 19h35. Ah oui. Alors, donc j'avais une autre invitation à vous faire au-delà du dessin. On a ici des t-shirts à disposition et je voulais vous inviter, si vous en avez envie, à customiser un t-shirt que vous avez ici dans la caisse. Et vous avez sur les tables de quoi broder, peindre si vous désirez. Et après, vous pouvez repartir avec le t-shirt. Et faire aussi on a tracé aussi un petit catwalk. Alors, et si vous avez envie de passer sur le catwalk avec votre t-shirt fini à la fin, on fera une petite photo finale. Voilà. Peut-être pendant ce temps-là, on peut laisser le public poser des questions, parce qu'on a beaucoup parlé, mais je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont... Enfin, entre le champ de la musique, le champ de la mode, il y a des personnes d'un peu toutes les filières qui sont là, donc je pense qu'il y a des questions qui peuvent être peut-être plus précises sur certains aspects de ces différents éléments de ton travail. Oui, alors... Bonjour. Oui. Alors, comment je suis arrivée à... Moi, je suis née à Paris. Donc, mes parents, pour expliquer un peu le truc, mes parents donc, sont martiniquais, sont venus, donc une île caribéenne, sont venus à un moment vivre à Paris. Et je suis née à Paris. Bon, après, j'habitais en banlieue, etc. Mais bon, j'étais quand même à Paris. Et puis, comme j'étais très excitée par tout ce qui est musée, tout était là. Donc, c'était assez facile. Et donc... Oui, et pour moi, Paris, c'était vraiment la capitale de la mode. Donc, je voulais savoir comment on... Parce qu'en fait, depuis toujours, pourquoi pas les beaux-arts et pourquoi le vêtement d'abord? Pour moi, ça me paraissait plus facile de vendre un vêtement ou de vivre du vêtement que, par exemple, de faire un dessin et de le vendre. Je ne comprenais pas trop comment, quand j'étais enfant, comment ça pouvait fonctionner.
Ça me paraissait très très loin de moi. Et donc voilà, donc c'est vrai que oui, je suis née à Paris et j'ai pas fait d'école. J'ai arrêté l'école très jeune, donc j'ai arrêté l'école vraiment tôt. J'ai pas eu mon bac, bon voilà. Mais j'ai appris sur le tas. J'ai fait des stages, j'ai rencontré des... Ouais, c'est ça qui est génial quand tu vis à Paris, tu rencontres des gens, quoi. Ouais. Non, j'étais juste intéressé, comment tu es arrivé dans la mode, comment on arrive là à vouloir faire des vêtements Bah alors moi, en fait, ce qui se passe, c'est que... donc comme j'ai arrêté l'école, il fallait quand même que mes parents étaient un peu énervés. Et donc il fallait gagner sa vie. C'était soit aller à l'école, soit comme j'allais pas à l'école, il fallait à un certain moment gagner sa vie. Donc moi, comme j'étais quand même, j'avais un truc, j'ai acheté plein de magazines déjà depuis toujours. Je me suis dit quand même, ce serait quand même super de faire un truc en lien avec la mode. Et puis j'ai fait quand même une petite école de mode qui faisait une préparation, quand j'avais 17 ans, qui faisait une préparation comme ça, avant de faire Berceau, que j'ai pas fait. Et j'ai fait un stage dans un bureau de style, et c'est ça qui m'a donné la porte d'entrée en fait, qui s'appelle Péclers, voilà, à Paris. Et c'est comme ça que j'ai travaillé là-bas pendant 4 ans après ce stage. Et j'ai appris un peu toutes les techniques de visionner un peu qu'est-ce qu'allait être la mode de demain, faire des cahiers de style, tout ça. Et c'est vraiment ce stage qui a été l'ouverture, voilà. Et ensuite, j'avais envie de faire quelque chose de plus créatif, donc j'ai finalement pas fait de CDI là-bas, j'ai pas continué à travailler là-bas. Et j'ai commencé à faire mes bijoux, et c'est comme ça que j'ai été repéré par Jean-Paul Gaultier, et après ça s'est enchaîné. Juste pour préciser, effectivement, Vava, c'est un œil, on va dire, dans cette manière de voir la qualité de n'importe quel bout de tissu qui traîne dans un tas de vêtements, mais c'est aussi une main, c'est-à-dire c'est aussi quelqu'un qui maîtrise parfaitement des techniques de petites mains, c'est hyper important, quoi. Je suis plus petite main que modéliste. Hein, voilà, tu connais tu as cette pratique. Je ne suis pas technicienne, je suis plus comme disons petite main que c'est vrai que modéliste technique hyper rigoureux. Ok. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question peut-être en attendant sinon on continue. Ah oui. Alors, bonjour. Salut. Ah, bonjour. Alors, je m'appelle Ligia. Enchantée, Vava. Enchantée. Alors, moi, je viens de m'installer à Genève depuis 5 ans. D'accord. Mais j'ai travaillé dans la mode, dans le luxe, pendant presque 20 ans. Là. No, oui. Et en fait, j'ai connu ton travail quand je faisais mes études de mode à Berceau, en 2000. Ah, ok. Et en fait, tu dis que tu as fait une collaboration avec Courrèges, où tu leur as confié des dessins qu'ils ont dû adapter. Oui. Et je voulais savoir quel était ton rapport à la production en série pour une industrie de la mode, alors que ce que tu fais, c'est quand même de la pièce unique. Ouais. Quand tu travailles pour Gaultier, dans la couture, c'est aussi de la pièce unique, c'est de la toute petite série. Et voilà, je voulais savoir comment tu le vivais. Oui. Alors, quand j'ai travaillé pour Courrèges, c'était le même moment où j'étais aussi approché par Balenciaga, par Demna, pour travailler avec lui. Et moi, c'était une période de ma vie où je voulais plus du tout travailler avec des grosses structures de mode, avec des grosses... voilà. Il se trouve que, parce que c'était mon retour à Paris, et puis c'était après tout mon moment à Berlin, j'étais vraiment dans ce truc-là. Mais il se trouve que j'avais une petite histoire avec Courrèges, Monsieur Courrèges, que j'avais rencontré quand j'avais 13 ans, par hasard, hein, qui avait fait une exposition sur Armand, l'artiste Armand, dans ses studios. Les mêmes studios où je suis allé récemment travailler. Et ça, j'avais trouvé ça. Je me suis dit, quand ils m'ont proposé, et ça a été aussi proposé par quelqu'un que je connaissais bien, une personne qui était de Berlin, je lui ai
je lui ai dit d'abord que j'allais réfléchir parce que j'avais pas trop envie de refaire une collaboration comme ça. Mais la façon dont ça a été amené, puis comme il y a cette petite histoire, aussi ce qui m'avait fait rigoler, c'est que Yolanda, la directrice artistique qui m'a proposé ça, je lui ai dit tout de suite, tu sais, moi, je ne suis pas une femme Courrèges, même si j'adore le travail de Courrèges, que j'ai rencontré Monsieur Courrèges quand j'étais adolescente, et qu'évidemment, on ne peut qu'être admiratif. Je me sens pas en tant que femme. Déjà, je ne suis pas une taille, je ne suis pas une Françoise Hardy. C'est vraiment ce que je lui ai dit. Donc, je ne vois pas trop comment tu m'imagines. Enfin, voilà, je m'imagine pas très Courrèges, voilà. Et elle a trouvé ça, elle a pris ça comme un challenge, et c'est pour ça qu'elle m'a proposé de travailler avec elle. Et comme j'ai trouvé ça marrant, bah, j'ai dit OK. Voilà, c'est tout. C'est juste parce que voilà, c'est une rencontre, encore une fois, et qu'il y a cette petite histoire d'avoir rencontré Monsieur Courrèges, que qu'il m'avait fait c'était vraiment un très beau moment parce qu'il m'avait fait découvrir son atelier, parce qu'il y avait cette exposition Armand, et que pour moi, à 13 ans, être avec ce monsieur-là, en train de voir toutes les œuvres d'Armand qui sont commentées par Monsieur Courrèges, c'était une chance, c'était inouï, quoi, c'était génial. Donc quand ils m'ont proposé, j'ai repensé à ça, puis je me suis dit que c'était une boucle dans la vie et qu'il fallait le faire, voilà. Et après, pour revenir sur l'action de la reproduction ou de la création en série, c'est le seul exemple finalement de motif qui est servi et qui a été reproduit comme ça ou de manière mécanique. Je ne vois pas d'autres pièces. Ouais, je fais pas trop de... j'ai fait par exemple des t-shirts pour Polytechnique, mais j'ai fait 200 t-shirts que j'ai fait moi-même à la main, quoi. C'est assez dingue, mais c'est vrai. Pareil, j'avais trouvé ça marrant qu'une école Polytechnique, qui est une école prestigieuse, mais qui est très très loin de moi, quoi, de ce que me propose ça. Mais ça, c'est encore une rencontre, c'est que la personne, une des personnes qui travaille, un des professeurs de Polytechnique, est devenu, on est devenus amis, et il m'a proposé ça, et je trouvais ça étonnant, mais j'ai répondu oui. À chaque fois, c'est des rencontres, en fait, c'est jamais... c'est à chaque fois des rencontres. Mais après, moi, c'est vrai que la production pour la production, c'est pas mon truc. J'aime la production intime, produire pour produire, je trouve ça même ridicule, quoi. Enfin, produire à qui m'est mieux... pour faire ensuite du déchet, c'est non. Enfin, je trouve, c'est pour ça aussi. Aujourd'hui, c'est vraiment un questionnement. Ce que je faisais par goût, finalement, c'est devenu aussi une chose importante. Parce que on peut récupérer du textile, on peut faire des choses. Encore une fois, avec du déchet, on n'est pas forcément obligé. Bon, là, c'est vrai qu'on a des t-shirts qui sont plutôt neufs, mais on peut aussi faire des choses avec des vieux... Moi, ça m'est arrivé de faire des petites séries, des mini-collections, un peu comme... bon, là, c'est des sweatshirts neufs, donc c'est pas le bon exemple. Mais ça m'arrive souvent de prendre des tas de vêtements que j'ai chez moi depuis un certain temps, ou que j'ai récupérés de mon époque à Berlin ou d'un autre voyage, pour refaire des pièces avec, les repeindre, les reteindre, les recoudre, ça devient un nouveau vêtement que je renvoie... entre guillemets, aux rares boutiques avec qui je travaille, quoi. Mais ça reste de la pièce unique. Ça reste de la pièce unique, oui. Non, parce que moi, ce que je trouve... je t'écoute et je te trouve très détaché de cette industrie de la mode qui a l'air en même temps de te fasciner. Et je me dis, mais comment c'est possible d'être si libre dans son travail ? Et oui, on sent que pour toi c'est nécessaire et c'est au quotidien et c'est vraiment. Mais comment j'arrive pas à comprendre comment tu es capable de faire abstraction de tout ce que génère une industrie comme la mode, qui est quand même, tu vois. Et quand elle fait appel à toi, bien évidemment, tu rencontres quelqu'un. Oui, mais c'est assez rare que je dise oui. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est que c'est une rencontre. Et les gens, en plus, qui faisaient Courrèges à ce moment-là, avaient décidé d'arrêter de faire le vinyle Courrèges. Ils étaient pour... c'est pas n'importe... si j'ai dit oui avec eux, c'est pas que parce que ouais, c'était fun, voilà. C'est qu'ils avaient aussi... parce que là, le vinyle est reparti, si vous allez regarder chez Courrèges. Mais au moment où Yolanda et Marcello travaillaient
Moi, j'avais dit à Marcello, attention, hein, je ne veux pas normalement retravailler avec une maison de couture, etc. Pour l'industrie, voilà. Mais comme il a insisté, ils m'ont expliqué ce qu'ils allaient faire. Bon, il y avait cette petite anecdote que je venais de raconter effectivement avec Monsieur Courage. Donc il y a ça, et aussi la volonté de faire des pièces dans des matériaux qui ne soient pas le vinyle, arrêter le vinyle, qui est quand même la pièce maîtresse de Courage, c'est ce qui développe le plus, ce qui vend le plus. Il y avait l'envie d'arrêter complètement le vinyle, c'était l'idée. Ce qu'ils voulaient faire, eux, c'était utiliser les dernières pièces, les derniers rouleaux de vinyle qui existent, et basta. Donc ils avaient commencé à travailler sur d'autres textiles. Et puis finalement, Yolanda a été remerciée, donc ça s'est arrêté. Elle est restée 1 an, quoi. Elle est restée 2 ans. Donc c'est vrai que dans l'industrie, il faut que ça produise, ça marche. Et peu importe le vinyle, on sait ce que ça veut dire. Mais ça continue. Voilà. Mais moi, j'aime bien cette indépendance et effectivement, je suis un peu dans mon coin. Je ne tiens pas absolument à travailler avec l'industrie parce qu'il y a écrit déjà industrie. Et quand il y a écrit industrie, il y a beaucoup de questionnements. Voilà. Et je crois que toute cette partie pièce unique, fabriquée à la main, la question de l'auteur, finalement, c'est ce qui ramène Vava Dudu dans le champ de l'art. Et ce qu'il y a aussi dans le vêtement qu'on produit comme tel que je le fais, les gens gardent leurs vêtements toute leur vie, hein, ou l'encadrent, ou font quelque chose d'un peu particulier. C'est vrai que c'est fou, le retour que j'ai. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que ça devient quelque chose à soi, ou c'est un objet qui prend une importance autre qu'une consommation jetable. Je le dis là, j'y pense pas toute la journée, hein, j'avoue, mais c'est ça que j'aime bien. C'est un peu comme vous pouvez faire à l'époque, donc c'était un des rares à faire ça. Par exemple Margiela, il y a longtemps, donc dans les années 90. À récupérer comme ça le textile lui-même, parce qu'avant ça, c'était plutôt on chinait des choses, on les mettait sur le mood board et après on recoupait les vêtements dedans. Maintenant, on prend carrément les pièces vintage et puis on fait des choses avec. C'est devenu commun. Mais c'est vrai que moi, les pièces que je fais, c'est pas une consommation jetable. C'est les gens gardent leurs trucs. Ils se reconnaissent avec dans la rue. Ah, tu connais Baba, c'est rigolo, il y a des trucs marrants qui se passent, il y a des rencontres qui se passent, ça devient un truc différent. Plus artistique, je sais pas comment on peut dire. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais donc voilà, c'est l'opposé de l'industrie de la mode, c'est sûr. Et c'est vrai que des collaborations, j'en fais pas souvent. Par exemple, si H&M m'appelle, je pense que je dirais non. Voilà. C'était ma prochaine question. Le propos. Juste pour continuer sur cette question, il y a la question de la distribution qui est vachement importante aussi pour continuer par rapport à l'industrie ou à la commercialisation. Comme tu le disais au début, je trouve ça assez fascinant en ce qui me concerne, de voir qu'il y a une diffusion donc, qui se fait soit par DM sur Instagram, soit par on te croise et on peut t'acheter une pièce, soit c'est 2 seules boutiques finalement qui distribuent, qui sont au Japon. Ah oui, à Berlin aussi, il y en a une à Berlin. Mais il y a une histoire avec le Japon aussi qui est assez importante. Finalement, les 2 boutiques qui distribuent. Le Japon, j'ai eu cette chance, moi, quand j'ai commencé, quand je faisais mes accessoires en perles, en tissage de perles, j'ai rencontré mon premier agent qui était une personne, un agent japonais, une agente japonaise. Et alors que j'avais aucune notion commerciale, je ne savais pas comment on vendait ni un accessoire ni un vêtement. J'ai eu la chance de rencontrer cette personne et c'est comme ça que j'ai appris sur le tas comment on développe, comment on produit. Donc je produisais toute seule. Et encore là, on m'avait dit bah, c'est impossible ce que tu fais, il faut faire les pièces en Asie, en Inde, en Chine, et je ne voulais pas. C'est pour ça qu'à un moment j'ai arrêté, parce que c'était plus possible, je ne pouvais pas répondre à ce qu'on me demandait. J'ai préféré arrêter, et aussi ça devenait hyper fatigant de tout produire soi-même, c'était impossible quoi. C'est un travail assez dingue, le tissage de perles, on peut pas. Puis j'avais plus de vie sociale aussi, enfin ça devenait complètement fou. Donc c'est là où j'ai commencé à faire plus de musique.
Et puis après, j'ai recommencé à faire des vêtements, mais d'une façon beaucoup plus, un peu plus, alors à un moment un peu plus trash, ou un peu plus, voilà, un peu plus. Et puis après, j'ai varié les plaisirs, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une question? Sinon, ah oui, on va peut-être lancer aussi le mini catwalk. Les t-shirts ont bien avancé. Pour le catwalk, on mettra la chanson. Alors, une dernière question. Ou une chanson. Bonjour, je voulais juste rebondir à la remarque de tout à l'heure. Je trouve pas contradictoire finalement d'avoir une sorte de fascination pour la mode et de construire une pratique. Pardon, j'ai pas entendu le début de la phrase. Je trouve pas que c'est contradictoire d'avoir une sorte de fascination pour la mode et le vêtement et de construire une pratique qui est autre que celle de l'industrie. Et je pense que aussi la pratique de la mode n'a pas nécessairement besoin d'un contexte qui est celui de la galerie d'une certaine manière pour être valide ou valable. Voilà, deux petites remarques. Et puis je voulais vous demander justement, bien sûr, la mode contemporaine est dominée par les grands groupes, mais il y a d'autres pratiques et justement des plateformes comme Instagram ont mis en avant d'autres formes de pratiques. Je voulais vous demander quel regard est-ce que vous portez sur cette mode contemporaine aujourd'hui? Moi, je pense que une plateforme comme Instagram, pour une personne, c'est un outil qui permet effectivement à quelqu'un qui développe quelque chose sans le support de grands groupes. Ça permet de développer, de montrer son travail. C'est une vitrine en fait. Et oui, grâce à ça, j'ai rencontré effectivement des jeunes créateurs, jeunes peintres, des personnes que jeunes ou pas, c'est pas une question d'âge, hein, mais et c'est des personnes que je n'aurais pas rencontrées, encore une fois, s'il n'y avait pas eu cet outil. Et je pense que ça permet c'est un endroit où on peut montrer son travail et rencontrer des personnes et rencontrer aussi d'autres personnes qui ont des travaux intéressants. C'est un endroit qui est, en tout cas pour moi, intéressant pour... Alors après, oui, il y a ce qu'on appelle les influenceurs. C'est pas trop mon truc. Mais c'est vrai que... oui, je sais pas si je réponds à la question, mais je trouve que Instagram, c'est un bon outil... Parce que moi, quand j'ai commencé à travailler, il fallait faire des enveloppes avec mettre un timbre, inviter les gens dans un endroit pour qu'on montre son travail. Là, il y a juste poster une image et ça permet de véhiculer ce qu'on a envie d'exprimer et c'est quand même une avancée. Et juste par rapport à la connexion aux jeunes designers, la dernière exposition qu'on a fait ensemble, là, qui était à Bordeaux justement, toute une partie était consacrée à des jeunes designers indépendants de mode qui se reconnaissent ou qui entretenaient des liens avec la pratique de Vava. Et finalement, c'est un peu comme dans tous les milieux, on a des pratiques qui sont indépendantes et d'autres qui le sont moins. C'est pas ce qui fait forcément la qualité d'un travail, mais en tout cas, c'est une manière de travailler. On travaille de manière indépendante ou pas. Là, on a un exemple de grande indépendance. Et voilà, donc je crois qu'il y a tout un tas de jeunes designers qui travaillent aussi aujourd'hui de manière indépendante et qui évidemment trouvent des liens, une filiation avec le travail de Vava Dudu. On lance un disque, oui, pour conclure et lancer un petit défilé, si vous êtes OK. Et Léo, tu n'as pas fait ton t-shirt? Oui, parce que c'est toi qui devais lancer le catwalk. Tu es le mannequin zéro. Oui, c'est toi. Non, il faut que tu aies un t-shirt. On dit merci et on envoie un morceau, voilà. C'est ça? Je vous remercie en tout cas. Merci beaucoup.